d'être libre de nous exprimer comme on veut. Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Vous le savez, au Gabon, le secteur de la santé est marqué par des inégalités criantes. Et je ne vous apprends rien, selon le plan national de la croissance et du développement, seulement 58% des populations vivant en ville ont accès aux services de santé. À côté du manque de structures sanitaires, les personnels soignants ne répondent pas toujours à l'appel et quand ils y sont, c'est l'accueil qui laisse à désirer. Et malgré les séminaires et autres rencontres pour mettre en place un code d'éthique du secteur, les plaintes ne cessent de grimper côté population. Ce 12 août, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé à l'inauguration de structures hospitalières. À côté, il y a eu une dotation d'équipement au centre hospitalier universitaire de Libreville. Si ces inaugurations ont été saluées par les populations, plusieurs questions demeurent. Pourquoi aujourd'hui l'État se tourne-t-il vers des hôpitaux d'arrondissement ou des centres de santé? Quelles sont les offres de soins proposées? Quid du personnel médical qui va exercer et même de sa formation? Quelle politique pour permettre aux règles d'éthique et de déontologie de reprendre leur place au cœur même de ce secteur? Avec moi, dans ce peuple qui va s'exprimer durant une cinquantaine de minutes, nous avons déjà à ma droite, bien sûr, le professeur Steve Minto Rogombe, directeur général du centre hospitalier universitaire de Libreville. Professeur, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Nous sommes honorés de votre invitation, madame. Et juste à vos côtés, pas des moindres, nous avons M. Merès Mabiala, directeur général de la planification, de l'évaluation et des partenariats au ministère de la Santé. Monsieur Mabiala, merci d'être là ce soir. Bonjour. C'est bien Mabiala ou Mabialas? Mabiala, simplement. Mabiala. Merci pour votre invitation et nous sommes là pour vous édifier et édifier les populations gabonaises. Et en face de vous, des visages quand même que l'on connaît, mais on va toujours les présenter. Monsieur Sarges Mikala Mundanga, secrétaire général du syndicat national des personnels de santé et vice-président de l'USAP. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Et Monsieur Pierre Claver Tchemaïwessa, merci d'être là ce soir. Vous êtes notre consultant, mais aussi enseignant et doctorant à l'université Omar Bongo. Écoutez, je remercie Gabon 24. La question de la santé est une question centrale. L'IDH, l'indice de développement, insiste sur la question de la santé. Oui, le Gabon a fait des bons, mais c'est bon, la réalité sur le terrain est autre. Que vous soyez au nord ou au sud, les questions de dispensaires qui sont complètement abandonnés, qui n'ont pas d'équipement, qui n'ont pas de médicaments, les questions en réalité des personnels, et le plus clair là-dessus, et la décision le plus implacable, il faut que le Gabon revitalise son système sanitaire en termes d'équipement, en termes de personnel, en termes de médicaments. Ce que nous aimons avec M. Tchema, c'est que dès l'entame, il propose déjà des solutions, il décortique le problème, mais on va permettre d'abord à ces messieurs qui sont avec nous sur ce plateau de nous faire la lecture finalement de ce qu'on a vécu ce 12 août avec le chef de l'État qui a décidé de prendre une fois encore son bâton de pèlerin et d'aller cette fois-ci bousculer le secteur santé. Monsieur Merès Mabiala, je me tourne vers vous parce que vous représentez quand même le ministère de la Santé, pas quand même, vous représentez la tutelle ici. Quelle lecture doit-on avoir de ces inaugurations et de cette dotation au CHU de Libreville? Il faut simplement dire que ces dotations et ces inaugurations poursuivent ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle. Ça veut dire amener l'offre de soins au plus proche des populations. Ce que le chef de l'État essaie de faire, c'est de faire en sorte que les populations au plus proche de chez eux aient accès à une structure de santé. Aujourd'hui, nous avons inauguré l'hôpital de l'arrondissement de la Pairie et le centre de santé d'Akébé. C'est simplement dans un arrondissement comme le 3e, où les populations sont nombreuses, une offre de soins de proximité était essentielle. Donc le chef de l'État a répondu à cette problématique-là. Aujourd'hui, les populations peuvent aller naturellement au centre de santé d'Akébé, au hôpital d'arrondissement de la Pairie, avec les mêmes services qu'ils peuvent avoir au CHU. Les populations sont nombreuses et pourtant il y a le CHU de Libreville, notre traditionnel hôpital général comme on aime à l'appeler. Est-ce que c'est dire que l'hôpital général ou le CHU de Libreville était maintenant saturé ou est-ce que selon vous, professeur, ça correspond, comme l'a dit déjà M. Mabiala, à une politique publique de santé? Merci. Alors, on peut dire qu'il s'agit d'une conjonction de tout ce que vous avez dit. Oui, l'organisation de la santé est en pyramide et au-dessus de la pyramide, il y a les CHU. Les CHU étaient engorgés, sont engorgés. Et donc, à cela, les autorités ont répondu en équipant, en fournissant les populations de structures de haut niveau, qui ne sont pas des structures universitaires, mais plus proches des populations.
leur permettre de faire les premiers soins et de permettre de nous reverser dans les CHU qui sont véritablement des hôpitaux spécialisés, il faut le dire. En CHU, c'est un niveau où normalement les praticiens sont tous spécialisés, ce n'est pas de la médecine générale. Et donc en reversant ces malades seulement après, ça permet à tous les niveaux de bien travailler. Au CHU d'avoir vraiment les soins de pointe et aux autres hôpitaux un peu plus bas de faire des diagnostics, donc déjà de faire une forme de dépistage, les soigner bien sûr parce qu'il y a aussi des spécialistes dans ces centres régionaux ou hôpitaux d'arrondissement, mais ensuite ne orienter vers les CHU que les cas qui ne sont pas disponibles ou qui ne sont pas accessibles au plateau technique des hôpitaux régionaux ou hôpitaux d'arrondissement. Et c'est intéressant ce que vous dites, on va davantage creuser, mais je donne d'abord la parole à ces messieurs en face de vous. Monsieur Serguès, le secteur de la santé vient de connaître voilà, de nouvelles dotations. Au CHU de Libreville, on en parlait déjà, mais aussi ces nouvelles structures, ou plutôt dire un centre de santé qui se mue en hôpital d'arrondissement et voilà, un nouveau centre de santé. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant qu'acteur de la société civile ? Écoutez, moi je pense que, comme l'a si bien dit le DG, Mérès, le président ne fait que obéir en réalité à ce qu'il exige le système de santé gabonais. Il faut reconnaître qu'on a accusé du retard. À chaque fois, nous prenons des plans, il y a le PNDES qui est là, oui, qui a tout programmé depuis des années, mais on esquivait la question. Vivement que le président ait compris qu'il faut prendre le taureau par les cornes pour rentrer en plein fouet dans le PNDES. Donc l'extension, l'augmentation des structures n'est peut-être qu'une solution parce que, comme l'a dit d'ailleurs le DG, j'en reviens toujours sur lui, c'est la proximité qu'on veut. L'hôpital vers le malade, le médecin vers le malade. L'inverse est toujours coûteux. Et donc moi je salue cette politique. Et puis, qu'on ne se limite pas seulement au niveau de Libreville, c'est vrai, il y a des grandes villes aussi comme Port-Gentil qui en bénéficient, à France-Villéna, mais l'arrière-pays, on en a besoin. Et c'est lié. C'est lié parce que quand on parle de construire l'hôpital, il y a d'autres services qu'il faut amener vers l'hôpital. Il y a la question de l'eau, il y a la question de l'électricité. Donc, on peut tout donner, par exemple, au CHUL aujourd'hui, mais si on n'a pas garanti de l'eau au CHUL, si on n'a pas garanti de l'électricité au CHUL, tout ce qu'on a mis comme matériel finira par prendre un coup. Donc c'est à cela qu'il faut aussi s'atteler pour que véritablement on ressente ce changement et qu'on comprenne qu'on est en train d'aller vers l'avant pour que ceux qui sont au centre de santé d'AONG ne viennent plus à l'hôpital général et qu'ils se fassent prendre en charge depuis le centre d'AONG. Par exemple, Monsieur Ntchema, on a besoin d'avoir également votre avis puisque ce secteur, lorsque l'on a un peu fait le tour, on a l'impression qu'il suffoquait. Aujourd'hui, c'est peut-être une bouffée d'oxygène pour une certaine zone parce qu'on parle quand même de la capitale gabonaise. On va arriver à l'intérieur du pays au fur et à mesure qu'on évoluera dans cette émission. Pour vous, est-ce que c'est déjà un premier pas pour le soulagement des populations? Sinon, comment analysez-vous ces inaugurations? Écoutez, on a un PIB de 800 000 dollars, hein, est-ce que vous voyez, et le PIB nous dit qu'on a beaucoup d'argent. Mais est-ce que cet argent sert aux populations? Et surtout les populations les plus démunies, parce que les riches, ils sont dans les cliniques, ils sont à Paris, ils sont aux États-Unis. Bon, de ce plateau, je demande au président que tout le monde maintenant puisse se soigner sur Libreville. Et puis il y a la question, et le plus en parle, quel est le ratio des malades et des lits, quel est le ratio des médecins et des habitants, quel est le ratio? On veut les statistiques pour qu'on soit véritablement imprégné de la réalité. En milieu scolaire, on parle de la carte scolaire, mais en milieu sanitaire aussi. Oui, la carte sanitaire. Vous êtes dans une zone comme Zayon. Zayon n'a qu'un centre médical. Pour une population de près de combien? Zayon, c'est le plus grand quartier, le plus peuplé du Gabon. Est-ce que vous voyez un peu? C'est quand même extraordinaire. Je vois, on dit, bon, on a Akébé, c'est très bien. On a la Péri, c'est très bien. Mais en Zayon, on a quoi? On a juste 2 tondus, 3 pérés là-bas. Vous avez quel est le personnel, les capacités d'accueil? Vous avez combien d'infirmières pour combien de malades? Est-ce que vous voyez toutes ces statistiques? Il y a une direction de la statistique là-bas. Il y a une direction de la statistique générale. Il faut qu'on prenne à bras le corps là. Et en plus, Madame Ayo est du métier quand même. On est indéfiniment
dans la question de l'accueil. Non, il faut qu'on soit pratique et pragmatique. À Mekambo, par exemple, vous n'avez pas de médecin, madame. Vous avez une infirmière d'État qui est là-bas. Et tout le monde est à Libreville. Vous avez un problème de cœur, vous arrivez à Makoukou, il n'y a pas de cardiologue. Vous arrivez à Mouila, il n'y a pas de cardiologue. Peut-être à Port-Gentil parce qu'il y a du pétrole là-bas. Monsieur Mais Tchema. il faut décentraliser les personnels. Monsieur les gens Tchema, sont c'est allés à l'école, intéressant. ils se sont spécialisés. Oui. On doit les recentrer. Et au niveau de l'éducation nationale, on a aujourd'hui des inspecteurs pédagogiques qui sont à l'intérieur dans les académies. Il faut que... On a plus d'une vingtaine ou d'une trentaine de cardiologues sur Libreville. On a des chirurgiens sur Libreville. Qu'est-ce qui justifie que à Yetou, Qu'il y ait des déserts pas de médicaux médecins. à On a l'intérieur du juste pays. un infirmier assistant. À Bolapessa, c'est un agent de santé qui n'est même pas un infirmier assistant. Est-ce que vous voyez? C'est des carences. Et puis, il y a ce qu'on appelle le corridor. Il faut couvrir le Gabon dans sa totalité. Et pour éviter quoi? Ce qu'on appelle les inégalités. Oui, parce qu'on a un IDH. IDH, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est la santé et c'est le niveau de vie. Notre niveau de vie. Est-ce que les Gabonais sont d'accord avec le système sanitaire actuel? Non, madame. Parce que les réalités sont implacables. Allez-y à l'hôpital général, vous avez un médecin qui est là, un neurologue qui est là pour une cinquantaine, pour une trentaine. Et on dit quoi de ces chiffres-là? Madame Ayo nous dit quoi? Il faut que... On est allé à Bifoun, on est allé à gauche, à droite, Oui. on fait les visites de ceci. Oui. Mais l'état de lieu a été fait par le professeur Ntouba, par le professeur Ngou, par tous les ministres. On doit être dans l'action indéfiniment. Parce que les bilans de ces gens-là, on nous dit qu'ils ont des bilans positifs. Mais ces bilans positifs ne sont bilans positifs que pour eux. Parce que ceux qui sont en arrière du pays ne vivent pas cela. La réalité n'est pas là. La question du PIB, la question de la redistribution de nos richesses. Mais avant d'arriver à l'arrière-pays, Mais monsieur voilà. Tchema, et vous faites bien, parce que vous relevez beaucoup de questions, je voulais vous permettre de stopper d'abord à un niveau, puisqu'on a les personnes indiquées sur ce Allez, plateau. très bien. Et ce n'est pas Très fait, bien. c'est fait à Mais dessein. je Nous vous avons, prends en disant, monsieur, le nous président avons... Oligui, ce qu'il est en train de faire, c'est formidable, c'est déjà un pas important, mais pourvu qu'il y ait ce qu'on appelle, il y a ce qu'on a appelé dans ce pays le plan d'accélération des transformations. Il y a ce qu'on appelle le plan national de développement et de croissance, où tous ces outils-là doivent être en branle, et le ministre de la Santé doit être en branle. Les DRS sont à l'intérieur du pays, ils font des rapports, les pauvres, ils travaillent, ils disent voici la situation réelle. Mais ça ne suit pas. Et donc, nous avons il faut le que directeur président général de la planification, de l'évaluation des partenariats du ministère de la Santé. Vous avez posé un certain nombre de problèmes. Mais allons-y comprendre, étape par étape. On a inauguré 2 structures aujourd'hui, 12 août. On aimerait savoir quelles sont les capacités d'accueil de ces structures. Vous étiez en train de nous expliquer la pyramide sanitaire et je vous disais, avant qu'on ne commence cette émission, c'est important, il faut aussi faire œuvre de pédagogie. Le professeur disait, pour que pour certains soins, on n'aille plus directement au CHU, on s'arrête. Quels sont les soins pour lesquels je dois aller vers l'hôpital d'arrondissement? Quels sont les soins pour lesquels je dois plutôt me tourner vers le centre de santé, ainsi de suite? Et quelles sont les capacités d'accueil de ces infrastructures? D'abord, il faut que je précise. Oui. L'État que nous représentons ici doit quand même s'exprimer par rapport à ce que dit C'est le vrai que représentant nous des sommes dans le populations. peuple s'exprime, mais l'État peut D'accord, s'exprimer. le peuple s'exprime et donc l'État doit répondre. Oui. Alors, pour répondre à ça, il voit le verre à moitié vide, moi je le vois à moitié plein. Pourquoi? Nous développons quand même l'offre de soins sur l'ensemble du territoire. Je vous ai dit au début de l'émission que l'objectif poursuivi, c'est la couverture sanitaire universelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que partout sur le territoire, quel que soit l'endroit où on se trouve, la population doit avoir accès aux soins dont elle a besoin. Ça ne veut pas dire que je dois avoir un IRM partout ou un scanner partout. Ça veut dire que dans le giron le plus proche de chez moi, si j'ai besoin d'un scanner, il faut que j'ai accès à un scanner. Dans ce cadre-là, l'État a lancé le programme Une province, un scanner. Sur ce projet, nous avons 7 provinces qui sont déjà dotées. Il nous reste Makoukou et Tchibanga. Parce que j'allais vous Et prendre ça un exemple de Mvadi à Makoukou. Pour parler de Mvadi, madame, je vous prends au bon. Mvadi a aujourd'hui une structure sanitaire digne de ce nom. Elle fait partie, cette localité fait partie des structures qui ont bénéficié des nouvelles structures de l'AFD, hein, avec 7 autres. Je parle de Ndende, Fougamou, Akeni Lekoni, j'en passe, Meudene, Minzik. Et ce sont ces localités-là qui ont bénéficié des structures qui ont permis à cette région d'avoir une offre de soins un peu plus importante que ce qu'elle avait avant. Monsieur le directeur général, mais la problématique, elle est réelle. Mais avant, commençons par la pédagogie. Quand je veux aller au centre de santé d'Akébé, à quoi je vais avoir droit? Est-ce que je pourrais voir, par exemple, un dentiste? Tous les centres de santé sont dirigés par des médecins aujourd'hui. Généraliste? Médecins généralistes. Vous savez,
l'impression qu'on a au Gabon, c'est que les choses ne se font pas. Et quand vous allez dans d'autres pays, d'accord, au service des urgences, si vous allez dans une grande structure sans avoir été référé par un médecin généraliste, en général, pour vous recevoir, c'est compliqué. D'accord? En fait, l'idée, avant d'aller voir le spécialiste, il faut passer par le généraliste. Au Gabon, on a pris cette habitude. On a un petit palu, on court au CHU. On habite à Wenje, à côté, il y a le centre de santé d'Awenje. Je vous dis, vous allez aujourd'hui à Wenje, vous pouvez faire un bilan complet. À quelle heure? Même si c'est 21h? Non, non. Ces structures fonctionnent, je l'accorde, entre 8h et 16h. Et si je tombe malade à 20h? Là, vous allez vers la structure la plus proche, qui est Égypto, qui est sino-gabonais, pour ne compter que de l'arrondissement du 3e ou du 5e arrondissement. D'accord? Nous avons, dans ce pays, une offre de soins, et je le dis souvent, qui n'a pas souvent grand-chose à envier à certains pays, même développés. Monsieur Nous avons, Mabiala, avec, on va quand même... madame. oui, allez-y, avec terminez. les équipements qui ont été fournis par le chef de l'État, vous savez qu'aujourd'hui, Quels sont ces équipements? En fait, on veut comprendre les capacités d'accueil de ces structures, déjà pour bien parler. 20 lits chacune. 20 lits Voilà, au centre chacune. de santé, 20 lits à oui. l'hôpital d'arrondissement. Oui. Mais quelle est la différence entre le centre de santé et l'hôpital d'arrondissement? L'hôpital d'arrondissement d'Apéry est doté d'un scanner, D'accord. d'une radiologie et demain d'une mammographie. Parce que voilà, ça, ce sont des deux outils qui différencient du centre de santé qui Ça veut est dire plutôt qu'on une aura des structure- spécialistes à ce niveau-là dans ce Il y a déjà des hôpital. spécialistes. Vous allez au centre de santé, vous allez à l'hôpital de l'arrondissement de l'Apéry, il y a un radiologue. Ils sont 2 radiologues avec des techniciens de radio. Le plateau Aujourd'hui. technique est au fait. Il est au fait, vous allez aujourd'hui à l'hôpital de l'arrondissement de l'Apéry. On l'a inauguré aujourd'hui, le temps que les choses se mettent en place, mais vous pourrez faire un examen de scanner, d'une radio, sans problème à l'Apéry. Et les interprétations se feront sur place avec un radiologue qui est assisté des techniciens de radio. Ça, c'est un fait. Si vous parlez au centre de santé d'Akébé, ce sera plutôt une offre de consultation et d'observation. Ça veut dire quand on a un palu, on peut vous prendre en charge, on vous met sur un lit, on vous met la voie et on vous suit le traitement. Si les choses se compliquent, on peut vous référer vers le CHU. Ça veut dire que c'est une offre de proximité qui est là, qui peut permettre, si, comme vous dites, à 20h, 21h, si j'ai un souci, plutôt que de courir au CHU, je peux avoir accès à une structure de Alors, santé il y a plus plusieurs proche. cas de figure. On va permettre aussi aux autres de réagir et ils peuvent prendre la parole. C'est que, par moment, je vais prendre l'exemple d'une structure de santé qui me vient à l'esprit, c'est Antoum. Là-bas, quand vous tombez malade, vous n'allez pas directement à l'hôpital de Mélène, qui est quand même à des kilomètres. Vous commencez par le centre qui est là à Antoum. L'hôpital départemental. Voilà, l'hôpital départemental. Mais il s'avère que si le cas s'aggrave, on a eu le témoignage d'une jeune fille qui convulsait. On l'a observé pendant un certain temps et ils ont dit il faut référer soit à l'hôpital de Mélène, soit à l'hôpital militaire. La maman a dit d'accord, elle est à l'hôpital avec son enfant. Comment on fait pour aller à l'hôpital de Mélène? Il dit si vous voulez l'ambulance, il faut payer. Monsieur le directeur général, est-ce que pour les Gabonais qui vous regardent à Akébé, à la Péri, quand il y aura des cas qui vont se compliquer, est-ce qu'il faudra repartir prendre le taxi à 21h ou 22h ou payer l'ambulance? Ou est-ce que l'ambulance fait partie de l'offre de soins qu'on permet d'avoir pour les patients qui vont se rendre dans ces structures-là? Si vous êtes dans la zone de Libreville, il n'y a pas trop de problème. Vous avez le SAMU qui, avec un numéro vert, peut être contacté et vient vous chercher. Et qui sans n'a pas assaut. beaucoup d'ambulances, monsieur le directeur général. S'ils sont Heureusement, sollicités déjà... heureusement, ce matin, le président de la République a encore donné 2 ambulances au SAMU. Donc, votre argument, il peut être un peu battu en brèche. C'est-à-dire 2 plus 2, c'est Non, pas suffisant. On n'a pas dit que c'était suffisant. Voilà. Mais ne dites pas qu'il n'y a rien non plus. Non, je dis, c'est Ce pas qui se passe, c'est assez. que- J'ai ce bien qui dit, se il n'y a passe, pas c'est que assez. Si vous êtes à Libreville, vous avez le SAMU que vous pouvez appeler qui vient vous chercher. Nous avons fait en sorte que dans la plupart des hôpitaux, notamment les hôpitaux départementaux, il y ait une ambulance. Oui, c'est vrai. Quand vous dites que les populations sont toujours un peu amenées à payer. Pour la plupart, Souvent, à ce faible qu'elle- revenu, ce- monsieur le directeur Je général. comprends très bien. Il y a aussi les réalités qui sont là. Il ne faut pas les nier. Elles sont là. Donc, qu'est-ce qui est souvent demandé aux populations, aux familles de payer? C'est le carburant, c'est l'accompagnement du personnel, le chauffeur et tout ça. Ça, c'est la réalité. Mais si on n'a pas d'argent, Les populations sont quand même transportées. On a des situations où il y a des accidents enjolés et les populations sont acheminées vers Libreville ce sont des avec les cas ambulances. parmi tant d'autres, 2 cas sur 10, On monsieur est le bien directeur d'accord général. que c'est une réalité qui est Oui. là
et que l'État s'amène à gommer. On va permettre au professeur de réagir également, puisqu'il a reçu une importante dotation en équipement. Peut-être déjà nous expliquer un peu de quoi retournait-il pour permettre à ces messieurs de réagir. Parce que quand on arrive au centre hospitalier universitaire de Libreville, c'est toujours assez, je n'ai pas envie de prendre le terme aberrant, on a l'impression que c'est vraiment cet hôpital où il y a des spécialistes, où tout y est, où normalement on devrait tout avoir. Mais quand vous arrivez, vous avez l'impression d'être peut-être dans un dispensaire au village, parce qu'il n'y a rien. On vous fait payer la seringue, on vous fait payer le tube où on va vous prélever le sang, peut-être même le coton. Il y a certains qui ont dû payer. Professeur, vous êtes là avec nous. Dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette dotation, les Gabonais ne vont plus payer toutes ces choses-là, ou il faudra quand même payer? Merci. En début d'émission, nous parlions tout à l'heure et je vous taquinais un peu sur le fait que vous appeliez le CHUL l'hôpital général. Je pense que vous êtes resté sur cette image d'hôpital général parce qu'au CHUL, on ne vend plus la seringue. Au CHUL, on ne vous fait plus acheter la seringue. Ce sont des témoignages récents, hein, professeur? Je vous parle d'aujourd'hui et je vous parle de depuis un certain temps. On ne vend pas la seringue à l'hôpital général. Comme dans toutes les structures publiques, ça rentre dans les soins. Donc je vous invite, si vous avez un parent aujourd'hui, on ne vous envoie pas acheter la seringue en tant que telle. Vous avez une dotation de certaines, dans votre ordonnance, on vous les donne et puis c'est défalqué en facture. Ce sont les Gabonais qui vous écoutent et ils viendront témoigner. Justement, je disais prix public. Général, oui. Prix public, il peut arriver que par rapport au roulement, au fonctionnement des pharmacies, parce que nous achetons de gros stocks et nous utilisons de gros stocks, il peut arriver que sur une journée, on n'a pas dans la pharmacie hospitalière. Et j'en profite pour inviter les patients à acheter leurs produits à la pharmacie de l'hôpital. On ne dispose pas dans la pharmacie hospitalière de certains produits. Là, vous allez acheter prix CNAM-GS dans certaines pharmacies, mais je peux vous garantir que depuis un certain temps, depuis les anciens directeurs, les produits sont à la pharmacie de l'hôpital. Donc, les patients ont le choix soit d'être défalqués en fin d'hospitalisation, soit de les prendre. Donc, ça, c'est pour une chose. Et même en ce qui concerne l'environnement du CHU de Libreville, je vous invite à faire un tour. J'y étais récemment, mais on reviendra dessus. Ce n'est plus le village. Pour les équipements dont on vous a doté ce 12 août, de quoi s'agit-il? Alors, nous allons rester sur l'IRM, qui est un examen de radiodiagnostic, qui a une précision beaucoup plus importante que celle du scanner, qui permet de faire des diagnostics qu'au scanner on ne peut pas réaliser, mais surtout pour notre population adulte comme enfant, où vous avez beaucoup de maladies liées à l'hypertension artérielle, les fameux AVC dont on parle dans la population, les complications du diabète et certaines maladies qui ne sont pas des maladies qui apparaissent, mais les maladies qui avaient besoin du scanner, les maladies inflammatoires, où de plus en plus d'adultes sont exposés. Vous avez entendu certainement parler des lupus, vous avez entendu parler de... Voilà. Grâce à l'IRM, on a une précision dans l'image beaucoup plus importante et qui permet de prendre donc des décisions plus rapidement. Vous comprenez que par cette ambition marquée, les autorités nous équipent du niveau le plus bas de la pyramide au niveau le plus élevé à pouvoir poser des diagnostics. Et donc, une fois mis en service, cette IRM nous permettra de diminuer les évacuations sanitaires parce que nous pourrons poser des diagnostics beaucoup plus rapidement, nous pourrons poser des diagnostics beaucoup plus précis et donc permettre à nos confrères, parce qu'il faut savoir qu'à Libreville, nous avons des hôpitaux organisés en pôles. Le CHU de Libreville est par exemple le pôle des spécialités médicales. Vous avez le CHU d'Ovendo qui est beaucoup plus le pôle de traumatologie et de neurochirurgie. Jeanne et Boris, c'est la mère et l'enfant. Et vous comprenez qu'avec la possession de l'IRM, des maladies comme l'endométriose seront beaucoup plus facilement diagnostiquées et prises en charge après plus rapidement, plutôt que d'avoir des errances diagnostiques. C'est-à-dire que des équipes médicales qui, en l'absence donc de cette IRM, ne peuvent pas poser de manière sûre le diagnostic. Et c'est intéressant ce que le professeur dit. Ça permet à M. Tchema de réagir. Oui, allez-y. Moi, je voulais comprendre. Nous avons un budget dans ce pays. En 2025, on était à près de 150 milliards au niveau de la santé. Les informations nouvelles nous disent qu'il y a une augmentation de près de 9 milliards ou de 9% de ces budgets. La question centrale, c'est est-ce que l'exécution de ces budgets va à terme? On est à quel pourcentage d'exécution? Parce qu'on a l'impression que c'est le président qui fait tout. Le ministère de la Santé... Ou qu'on est dans un éternel recommencement. Voilà, le diagnostic est posé.
ce sont les équipements, le plateau technique, le personnel, les ruptures des médicaments. C'est depuis Mathusalem. Il faudrait qu'on redéploie, qu'on nous dise, messieurs, vous avez 200 milliards de budget, Madame Ayo, professeur émérite et tout ça, nous voulons des résultats. Voilà, l'exécution, il est à 80% et on fait le point. Or, on ne fait pas le point. Le président a fait des dons, le président a donné. Le ministère est où avec ses techniciens? La question des personnes, des personnels. Des personnels. Vous allez à l'US aujourd'hui, qu'on appelait l'Université des sciences, CUS, qui forme à peine en première année, vous avez 200 étudiants. Mais écoutez, quand on fait le ratio 200 divisé par 10, écoutez, on a à peine combien de médecins sur le territoire. Et ces gens-là, quand ils sortent, ils sont de près de 150 la question médecins, de la formation. mais tous sont à Libreville. Tous les grands spécialistes sont à Chambrier, sont à SOS, alors qu'ils ont été formés par l'État gabonais. On nous dit non, il faut les conditions. Mais les conditions, vous pouvez aller à Mbigou, vous pouvez aller à Bolapessa, vous pouvez aller à Malinga, vous avez prêté serment, le serment d'Hippocrate. Monsieur le professeur, et il y a le débat sempiternel, parce que la gestion des hôpitaux pose problème. On a l'ENA qui forme les administrateurs scolaires et universitaires, mais aussi en matière de santé, n'est-ce pas? Alors, mais on a l'impression, on s'est dit, bon, les hommes de santé se sont accaparés, les directions générales, les laboratoires et les centres médicaux. Pourquoi on n'est pas au retour, on n'a pas un rendu performant, on n'a pas de résultats palpables? Parce qu'en réalité, ailleurs en France, aux États-Unis, ce ne sont pas les médecins, ce ne sont pas les professeurs qui sont à la tête des centres hospitaliers universitaires ou bien des centres médicaux, ce sont les administrateurs de santé qui sont à la tête. Or, on veut contenter son corps parce que nous-mêmes, on est professeurs. Non, il faut imiter ce qui marche ailleurs. Sans vouloir pointer du doigt professeur Ogombe. Les médecins sont faits pour opérer, sont faits pour diagnostiquer, sont faits pour traiter. Oui. Ils ne sont pas là pour l'administration. Parce que l'administration, c'est tout un autre art. Bon, en réalité, c'est leur domaine. Ils veulent avoir un peu aussi beaucoup d'importance et de privilèges. Ça fait joli, ça fait beau. Mais il y a trop de cliniques à Libreville et ces cliniques sont alimentées par des gens qui ont été formés à l'US. Alors, à quel moment ils vont s'occuper des populations pour lesquelles ils ont été formés? Et je crois que le président dit qu'il y a l'engagement décennal. Ils ont signé l'engagement décennal. Oui, certains nous diront, on ne mange pas l'engagement décennal. Moi, j'ai fait mes études. Mais parce qu'il faut qu'il y ait de la discipline aussi. La santé ne doit pas être une affaire où, dès qu'on est sorti, tout le monde veut être à Libreville. Mais Libreville, mais écoutez, on continue de le signer puisque récemment les bacheliers le signent encore. Le président Oligui doit frapper l'hôpital du poing sur la table. Le CHU, il ne peut plus contenir la capacité vous de voyez, population. Messieurs les directeurs généraux, en face, vous avez les représentants d'une certaine façon des populations. Vous avez votre façon de voir les choses, mais le retour que l'on a de ces populations est différent. Monsieur Mikala a envie de s'exprimer, mais je vais rapidement refermer cette première partie, puisque les échanges deviennent intéressants, parce que oui, on est là pour que le peuple s'exprime, mais aussi pour écouter les explications de la part de l'État, du ministère et même du directeur général du CHU. On revient juste derrière cette courte transition pour que M. Mikala, à son tour, prenne la parole. À tout de suite. Deuxième partie de ce peuple qui s'exprime, et nous parlons toujours de ces inaugurations avec le président de la République qui était sur le terrain pour aller inaugurer l'hôpital d'arrondissement de la Pairie, mais également le centre de santé d'Akébé, c'est dans le 3e arrondissement, ces deux structures. Il y a également le CHU de Libreville qui n'était pas en reste, puisque là-bas, il y a eu une importante dotation en matière d'équipement. Avant de refermer la première partie, le professeur nous parlait de l'IRM pour aller un peu plus loin dans les diagnostics. Il nous a rejoint en lieu et place de M. Pierre Claverne-Chema, le docteur Maël Ndao Eteno, président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Docteur, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à vous. Et comme je le fais pour toutes les émissions, vous n'avez pas encore pris la parole. On vous la donne, cette inauguration de structure. Oui, pour les populations, ça augure déjà quelque chose de bien. À côté, c'est également les conditions de travail des personnels de santé, dont les médecins que vous êtes. Quelle est votre lecture par rapport à ces événements? Tout de suite, vous dire, pour avoir assisté à l'inauguration de l'hôpital du Pont d'Akébé, qui a été baptisé Eugène Tchatcha, alors c'est tout de suite un sentiment de satisfaction, bien entendu, parce que par cette inauguration et par cet ouvrage, le président de la République rapproche un peu plus la santé des populations. Ce qui permet, dans un premier temps, de désengorger les hôpitaux, parce que c'est de la médecine quand même de proximité, en plein Pont d'Akébé, et avec un établissement d'une capacité litière de 30 lits, je le rappelle, de la médecine générale, et quand même, la ministre a insisté là-dessus, on va apporter quelques spécialités en vacation à ces populations-là. Donc la population du Pont d'Akébé, pour voir un cardiologue, pourra le faire directement, il n'aura pas besoin d'arriver au CHU
pour pouvoir voir, par exemple, un cardiologue, ce qui est pour nous. Monsieur Sergues qui voulait réagir avant la fin de la première partie. Oui, on était dans le feu de l'action puisqu'on parlait éventuellement de l'administration au niveau de ces structures hospitalières. Monsieur Nchema, qui a cédé sa place, était en train de pointer du doigt le fait qu'il fallait aller prendre des professionnels qui avaient fait l'école, certainement d'administration, pas nécessairement des médecins. C'est son point de vue. Il y a surtout cette question de diagnostic quand même sur laquelle je veux rebondir parce que le professeur l'a dit, avec l'IRM au CHU de Libreville, ça permettra d'aller plus loin. Monsieur Sergues, on l'a vu, et les cas sont légion, les erreurs de diagnostic. C'est pourquoi je me suis réjouie que Dr Maël soit arrivé. C'est vrai qu'on parle de ces inaugurations, mais de plus en plus, on lit la presse, on a des parents qui sont, entre griffes, victimes d'erreurs médicales. Parce que le diagnostic a été faussé au départ, parce que la personne n'a pas été prise en charge quand il fallait, et de fil en aiguille, on va vers une situation assez catastrophique. Vous qui êtes cet acteur, qui êtes dans le secteur de la santé, mais surtout acteur de la société civile, avec ces nouvelles unités, comment faire baisser le taux d'erreur médicale, mais surtout, la question qui se pose ici, c'est on a toujours l'impression que c'est un peu dans l'impunité que ces choses se font. La question de l'impunité doit être relativisée. Parce que sinon, on va punir pour punir, on va même punir les innocents. Mais est-ce qu'il y a déjà des sanctions pour ces personnels de santé qui commettraient des erreurs médicales? Mais si, on n'est pas obligé de passer à la télé pour dire que tel a été puni. On ne fait pas la campagne quand on punit quelqu'un. C'est une organisation et puis ça fait partie justement de notre fonctionnement. En interne, il y a des punitions. Administrativement, il y a des sanctions. Ça s'est fait. On n'a pas besoin de faire la campagne, comme je le disais. Mais je reviens sur, avant de parler de la question du diagnostic encore, je reviens sur les finances. Parce que le frère Chama disait qu'on ne sait pas à quoi servent les budgets. On était à 150 milliards de francs. Des budgets et que ce serait vu en augmentation, peut-être autour de 9%. Et puis, quand on va dans les hôpitaux, on a l'impression que ça ne vit pas. Les prises en charge traînent parce que le personnel accumule un sentiment. Enfin, il y a un dégagement d'émotion du personnel sur les primes et autres. Mais il y a aussi le plateau lui-même, parce que quand vous allez dans certaines structures, on n'arrive pas à acheter les réactifs. Par exemple. Dernièrement, quelqu'un disait qu'on a vu des réactifs dans une structure dont je tais le nom, par respect, que c'était des réactifs déjà périmés. Et puis quand on demande mais pourquoi vous n'achetez pas des bons réactifs, on dit mais c'est le stock qu'on avait, c'est le dernier stock qui restait, et puis jusqu'à présent, le budget n'est pas mis à disposition. Madame le ministre a pris, je crois, une note, ou un arrêté, ce n'est pas une décision, leur prog est là, il lançait quelque chose, où il devrait être organisé une autre méthode pour financer pour la petite période qui reste de juin à novembre, parce que bientôt on va fermer les budgets. On va fermer les budgets, oui. Or, on ne les a même pas vus exécuter. Quel est le pourcentage actuel? Après, on va demander à ces acteurs de donner des résultats. Or, quand ils regardent ce qui sont fixés comme objectifs à atteindre, je vous promets que ce serait difficile que quelqu'un soit efficace. Ce n'est pas évident. Donc, jusqu'à présent, les trésoriers ne mettent pas à disposition les fonds dans ces structures pour qu'ils fonctionnent, pour qu'ils arrivent à satisfaire les missions, atteindre les missions qui se sont fixées et qu'ils soient évalués à la fin. Nous sommes là au mois d'août. Nous sommes bientôt à la mi-août. Rien n'est mis dans l'escarcelle. Et comment voulez-vous qu'à l'hôpital, on parle vraiment d'atteinte des objectifs? Ce qui peut parfois paraître marrant, mais ça ne l'est pas, c'est désolant, c'est qu'on a l'impression que ça profite à certains personnels de santé. Je m'explique, pas pour dire qu'ils auraient détourné, mais pour dire que, exerçant également dans des structures privées, et je me tourne vers le docteur Maël, ils auraient toujours tendance à inviter les patients à les y rejoindre plutôt que de les consulter et de bien les traiter dans les structures publiques où ces patients viennent, docteur Maël. Alors, il faut faire une analyse assez méticuleuse de ce que vous dites. Alors, c'est vrai qu'il y a des médecins qui exercent au public, il y a des médecins qui exercent au privé. Et d'autres qui exercent au public et au privé. Le public Ils font des vacations. Le public a ses réalités, le privé a ses réalités.
Il faut d'abord vérifier que quand un médecin envoie un patient quelque part, c'est à cause du profit. Non. C'est parfois aussi pour des besoins techniques. D'accord? Vous recevez un patient, et c'est souvent le cas. On vient de parler de l'IRM qui arrive dans le service public. Moi, je suis neurologue. D'accord? Sans IRM, il y a beaucoup de diagnostics que je ne fais pas. Donc, ce qui fait que la majorité de nos diagnostics en neurologie sont posés sur des IRM qui sont faits au privé. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est une orientation publique-privée, pas parce que nous profitons de quelque chose, parce que nous voulons soigner quelqu'un et qu'on sait que telle structure a la possibilité, parce qu'à la technicité, on envoie les patients vers ces structures-là. Mais derrière, docteur, pour ceux qui n'ont pas d'argent... Non, ce n'est pas question de ceux qui n'ont pas de moyens. Oui. Nous avons le devoir d'avoir un diagnostic sur un patient. Et donc de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir ce diagnostic. On parle de diagnostic et c'est important d'insister sur la question parce qu'on a ces structures médicales qui viennent d'arriver, on aura du personnel soignant, mais les questions de diagnostic au Gabon sont récurrentes, d'erreurs médicales, j'y arrive, sont récurrentes. Il y a plusieurs qui se plaignent. On a récemment, et vous l'avez tous suivi, cette maman qui a voulu porter plainte au Conseil d'État pour une erreur médicale pratiquée sur son fils il y a 13 ans. Quand c'est comme ça, l'ordre des médecins, que faites-vous? D'abord, on a l'erreur médicale un peu trop facile au Gabon. D'accord? Erreur médicale, il y a une définition. D'accord? Et cette définition répond à des critères. Dites-nous, qu'est-ce qu'on appelle erreur médicale? Ce n'est pas tout le monde qui se lève pour venir attester d'une erreur médicale. On est en pleine actualité là-dedans. J'étais au tribunal ce matin, la preuve, pour 2 médecins actuellement qui sont incarcérés. D'accord? Incarcérés. Donc, ce que je peux vous dire, l'erreur fait partie de notre profession. Nous sommes des humains, donc nous faisons des erreurs. Je ne suis pas là pour combler les erreurs des uns et des autres. Les mauvais médecins existent, les mauvais diagnostics existent, les médecins incompétents existent. Et peut-être un peu trop au Gabon. Justement, un peu trop, ça c'est votre analyse. D'accord? Parce qu'on ne dit pas ce que les médecins font. C'est surtout l'analyse de ce qu'on fait, de ce qui se dit dans les journaux et de ce qu'on voit avec les personnes qui relatent leur expérience. Vous savez pourquoi? Je vais d'abord parler d'erreur médicale, ensuite je vais parler de certains chiffres. Moi, je suis du CHL. Le mot erreur médicale a une nosologie bien déterminée. Qui dit qu'il y a erreur médicale? D'accord? Il vous a parlé d'un cas tout de suite. Une maman qui veut absolument que son enfant aille en évacuation sanitaire alors que le diagnostic est trouvé et que l'enfant est en rémission. D'accord? Cette même maman peut se retrouver sur les réseaux pour dire si son enfant a un problème dans 2 mois qui n'a rien à voir avec cette méningo-encéphalie traitée, que c'était une erreur médicale. D'accord? Elles existent, les erreurs médicales, mais ce n'est pas n'importe qui vient parler d'erreur médicale. Je vous ai pris le cas de cette maman et je pense que pour son cas, c'était une erreur médicale. L'ordre des médecins, cette procédure a plus de 13 ans. Elle est un peu connue, je ne suis pas neurochirurgien, mais je connais un peu le cas. D'accord? Nous avons obligation de moyens, mais pas obligation de résultats. Ça veut dire, si j'ai quelqu'un qui vient vers moi, j'ai l'obligation d'utiliser tous les moyens qui sont à ma disposition pour le sauver. Mais je peux ne pas y arriver en fonction de l'urgence, en fonction de la sonorité, en fonction des moyens, en fonction, etc. Donc il y a un problème à plusieurs étages. Donc il faut d'abord qu'on puisse savoir c'est quoi l'erreur médicale. D'accord? Et c'est en ça que l'ordre aujourd'hui se bat pour les textes réglementaires. Quand on veut entendre un médecin, bien sûr, l'autorité judiciaire vient faire son travail, mais il faut l'expertise d'un médecin pour dire, dans cette procédure, voici ce qui n'était pas bien. Et souvent, pour les personnes qu'on a entendues, elles ont consulté d'autres médecins qui ont confirmé les erreurs. Mais à l'issue, attendez, M. Mikala, à l'issue de cette procédure, il y a des médecins qui ont fait la prison dans ce pays. D'accord? Combien? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a des taux? Je ne suis pas au ministère de la Justice, excusez-moi. Je suis président de l'Ordre des médecins depuis 2 mois, mais c'est des histoires que je connais parce que moi-même étant... Vous avez trouvé des dossiers... Et moi-même... Non, et même le souhait, ce n'est pas qu'il y ait des erreurs médicales aussi. C'est-à-dire, il faut que le médecin sache qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Ça permet de renforcer aussi la confiance des populations. Que les populations soient assurées que quand quelqu'un n'a pas fait son travail, qu'il puisse en payer le prix. Voilà. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi aujourd'hui cette maman veut aller, puisqu'on en parlait en off, veut aller emmener son enfant en évacuation sanitaire? Parce qu'il y a eu cette fracture entre finalement les structures hospitalières, les médecins gabonais et les populations. Oui, cette question c'est possible. C'est une question de confiance. Et c'est une question profonde. En réalité, moi je dis vivement que le président ait compris le credo. Parce que quand on parle d'erreur médicale, ça ne commence, même s'il y a erreur là, ça ne commence pas chez le médecin. Le diagnostic d'abord part du labo. Le médecin demande, j'ai telle situation, essaie de regarder dans tel sens pour vraiment confirmer mon hypothèse. Il donne un examen, un bon est parti au labo avec des prélèvements et le laboratoire fait la recherche. Si déjà depuis le labo, on se trompe de résultats, peut-être par l'incompétence du laborantin, entre guillemets, peut-être aussi par la qualité du plateau. Voilà. Et ça,
souvent, on n'a pas toujours la capacité de déceler entre le praticien et le plateau, qu'est-ce qui serait à l'origine. Mais aujourd'hui, nous, on comprend quand même que, parce que quand les laboratoires, je ne veux pas citer les noms ici, font des prélèvements, envoient en France, après, nous, on va récupérer, nous, structures publiques, on va maintenant prendre au privé pour regarder, et on vous dit non, votre échantillon que vous avez envoyé parfois a été mal prélevé, ou on vous dit non, le résultat que vous avez trouvé au Gabon n'est pas conforme parce que voici le vrai résultat. Mais qu'est-ce qui ferait cette différence? C'est la qualité du plateau. Je passe la parole à monsieur le directeur général, puisqu'aujourd'hui, et je ne l'ai pas dit depuis l'octobre, je parle beaucoup plus du CHUL et des hôpitaux qu'on a inaugurés. Il y a également eu la réhabilitation du laboratoire national. Est-ce que là aussi, c'est une porte de sortie à tous ces manquements au niveau des diagnostics? Madame, je dois déjà dire que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et Madame le ministre de la Santé travaillent pour améliorer l'offre de soins, améliorer les questions du diagnostic. Nous travaillons également au niveau du ministère de la Santé pour ramener la confiance, parce que c'est une question de confiance des populations envers le système de santé. Le laboratoire national aujourd'hui réhabilité a aujourd'hui des capacités de prendre en charge des examens qui souvent sont envoyés à l'étranger. L'une des recommandations qui a été faite lorsqu'on a lancé la réhabilitation, c'est de nous fournir la liste des appareils et des réactifs dont ils ont besoin pour prendre en charge ce type d'examen. Seulement voilà, vous avez un type d'examen qui peut arriver une fois tous les 6 mois. Oui. Alors, le laboratoire va stocker des réactifs qu'ils ne vont utiliser qu'une fois tous les 6 mois. Et ce sont des réactifs qui coûtent cher. Mais quand le laboratoire nous a posé ça sur la table, on a dit on ne veut rien entendre. Vous devez disposer de ces réactifs. Quel que soit le niveau d'examen que vous allez faire, nous voulons avoir des appareils et des réactifs qui puissent prendre en charge ce type d'examen. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, si vous avez un examen qui arrive tous les 6 mois et que les réactifs malheureusement sont périmés, on va devoir aller vers le privé. L'idée derrière, c'est de faire en sorte que ces situations arrivent de moins en moins. Donc, il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement pour que les populations se sentent rassurées et aient confiance au système de santé gabonais. Quand la maman dit qu'elle veut envoyer son enfant en évacuation sanitaire, c'est parce qu'elle n'a pas confiance. Mais partie de l'enfant qui est arrivé, je ne sais pas, dans le coma et aujourd'hui qui bouge et qui marche, on doit quand même reconnaître que entre la partie diagnostique, la partie prise en charge thérapeutique, il y a eu une évolution. Et c'est quand même quelque chose de louable pour nos médecins. Mais ils sont combien dans ce cas, monsieur le directeur général? On a envie de vous accorder le bénéfice du doute, professeur, mais derrière, il y a cette question quand même pour vous titiller un peu. C'est vrai que vous vous saluez, vous avez de nouveaux équipements, c'est bien pour vous, mais derrière, il y a ces centres de santé, il y a cet hôpital d'arrondissement qu'on vient d'inaugurer. Où va-t-on trouver la ressource pour emmener là-bas? Est-ce que ce n'est pas l'hôpital centre hospitalier universitaire de Libreville qu'on va déshabiller pour habiller l'hôpital d'arrondissement de la PN? Alors, je vous remercie pour la question. Il faut savoir que les objectifs donc, des autorités sont de permettre que pour ces centres de santé, on va dire périphériques, ils disposent quand même de personnel aguerri. Le centre hospitalier universitaire de Libreville, de tout temps, est appelé la maison mère. Du centre hospitalier universitaire de Libreville partent les spécialistes qui équipent les autres hôpitaux. Vous regardez le plateau des autres hôpitaux, Jeanne Ebory, le directeur général et le directeur général adjoint et les directeurs médicaux sont les éléments du CHUL. CHUO, idem. Donc, le docteur Maël Dao a évoqué le fait que Madame la ministre a déjà pensé à ça. Elle a pensé à ça en pensant plutôt à des vacations, c'est-à-dire ne pas dépouiller le CHU de Libreville, mais permettre que les populations bénéficient de la pratique et de l'aguerrissement de ces médecins pour aller de manière temporaire, de manière hebdomadaire, donner des consultations où ils ne vont pas dépouiller leur hôpital. Et nous, par exemple, nous sommes prêts, sous les instructions de Madame le ministre, à permettre à nos médecins de réaliser des vacations hebdomadaires. En attendant, comme on vous a dit, Madame le ministre, sous les instructions du chef de l'État, est en train de préparer la formation des futurs spécialistes qui, eux, progressivement, parce que la spécialité ne se fait pas en un claquement de doigts, ces spécialistes en arrivant vont permettre d'équiper en personnes humaines et bien formées. Je vais terminer parce que je vais compléter la réponse de M. Mabiala par rapport à la qualité des labos. Il faut aussi rappeler que l'un des objectifs du laboratoire national, c'est de vérifier
le fonctionnement, l'efficacité des autres laboratoires pour les diagnostics dans le pays. Oui, oui, monsieur Mikala. On parle des spécialistes. Il faut parler de ce qui accompagne les spécialistes. Mais bien sûr, et c'est pourquoi j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas une programmation, une planification de l'ensemble des personnels de santé? Parce que derrière les spécialistes, on aura les infirmiers, on aura les sages-femmes, pourquoi pas, on aura. Quid de tout ce personnel, monsieur Mikala? C'est vrai que je ne dois pas faire dans le déni. Madame le ministre travaille sur une possibilité de mettre vraiment un plan. Mais pourquoi on a l'impression qu'on était en train de refaire, mais comme s'il y avait... Il faut le dire, il ne faut pas avoir honte. On est en train de refaire beaucoup de choses. On est en train de refaire. Moi, je vous le dis, on est en train de refaire. Là, on a ouvert, on a inauguré les deux centres. Oui. On va mettre des spécialistes. Mais les infirmiers, les statisticiens, les administratifs, vous les trouvez où? Il y a un problème. Il y en a qui attendent, qui cognent aux portes. Il y en a dont les dossiers sont à la fonction publique. Comment comprendre que depuis 2 semaines, Madame le ministre demande 250 fiches bleues à sa collègue, mais qui ne sont pas mises à disposition, justement, pour pouvoir créer de postes budgétaires à ceux qui sont déjà connus, qui ont fait même l'objet des discussions lors de la commission tripartite. Il n'y a que ça. Les chômeurs ont cogné à la porte et le chef de l'État a pris une décision politique. Et c'est son droit. C'est lui le chef du gouvernement. Il a instruit à ses ministres de prendre la santé 750, l'éducation 750. Nous allons examiner ce dossier. Ils sont déjà à la fonction publique. Après, il faut trouver les fiches bleues pour les recruter pour ceux qui vont répondre aux critères. Et une fois on a les fiches bleues, après il faut les affecter parce qu'il n'y a pas que Or, la Libreville difficulté, aussi. c'est justement qu'on n'arrive pas à accélérer sur ces procédures pendant que le besoin est criard sur le terrain. Le besoin est vraiment criard. Et c'est pourquoi on a l'impression que les choses bougent seulement quand le chef de l'État va sur le terrain. Est-ce qu'il faut attendre le chef de l'État pour faire bouger les lignes? Vous voyez, mais je vous assure que les choses, à un moment, on veut avancer, on veut reculer, ou on s'arrête. On a un gros dossier sur la proposition de suppression des avancements automatiques. On a un gros problème. Dans les hôpitaux, pour ne parler que de l'hôpital que je connais, nous n'avons pas mis là la politique d'évaluation. Elle n'existe pas. Même pour tout ce qui s'est fait actuellement, on a du mal parfois à faire les bilans. Donc cette politique d'évaluation n'existe pas. On n'a pas prévu des fiches de poste, des missions. On n'a pas stratifié. Et pourtant, il y a des séminaires tout le temps. Il y a des ateliers. Et vous dites, vous allez supprimer les avancements quand on sait que en tout jugement, il y a d'abord la subjectivité. On permettra et rapidement... l'avancement automatique était l'élément qui venait compenser cette subjectivité, quand bien même nous tous nous recherchons la performance. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Inauguration, amélioration de l'offre de santé, d'une part pour les populations de Libreville, parce que celles de l'intérieur du pays vous regardent également, et amélioration peut-être des conditions de travail aussi des personnels de santé. Qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est ça la justice sociale, donc effectivement, tout ce qui est mis en place ces derniers mois par les autorités va dans l'amélioration de tout le monde. Parce que ça va améliorer les conditions. Quand on améliore les conditions de travail des médecins ou du personnel de santé, on améliore leur efficacité, on améliore la prise en charge des populations, donc on améliore pas mal de choses. Donc c'est ce sentiment-là. Maintenant, il faudra que tous les maillons jouent leur rôle. Si l'autorité a démarré, il faudrait que nous, les médecins, nous sachions quoi faire aussi à ce niveau. Vous avez parlé des erreurs médicales, c'est en ça que l'Ordre des médecins s'inscrit, pour essayer d'avoir un cadre réglementaire précis qui permette à ce que les médecins puissent faire leur travail, mais qu'on ne puisse pas non plus aussi venir les chercher à tout va ou venir les balancer à tout va, comme ça, sans condition. D'accord? Que ça soit pour les conditions de travail, que ça soit pour la justice, que ça soit pour tout leur exercice, il faut que les droits et les devoirs soient garantis. Nous sommes médecins, nous avons des devoirs, ok, mais nous avons aussi des droits, qu'on ne nous brandisse pas que nos devoirs, mais qu'on respecte aussi nos droits pour faire la balance sur l'équilibre. Donc c'est ça. Donc associé à cette politique des autorités qui est immense, vous avez vu l'activité du ministère de la Santé de ces derniers mois, c'est quand même immense, être sur tous les terrains avec tout ce qui a été fait ces derniers temps. On a Parce vu que les besoins sont réels, docteur. On a vu, effectivement. Donc c'est un investissement colossal, mais pour qu'il ne se perde pas. Pour qu'il ne se perde pas, il faut que chacun joue sa partition. Donc c'est toute une chaîne
qui doit s'entraider pour pouvoir faire en sorte que tous ces efforts-là qui sont fournis par les plus hautes autorités ne tombent pas à l'eau. Merci beaucoup, docteur, professeur. Les attentes des populations restent encore nombreuses. Il y a eu, oui, ces quelques inaugurations, cette dotation, et vous êtes ravis, mais derrière, il y a des populations qu'il faut satisfaire. Qu'est-ce que vous leur dites à ces populations qui, oui, elles vont aller au centre de santé d'Akébé, elles iront désormais à l'hôpital d'arrondissement, mais pour les cas les plus compliqués, elles continueront de venir au CHU de Libreville. Comment les rassurer? Alors, comment les rassurer? On va d'abord faire un point d'où on est parti. Et M. Serguès Mikala a rappelé qu'on est en train de tout refaire. Il faut encourager les autorités et les remercier. Le CHU de Libreville, par rapport à l'accueil des malades, s'engage parce que vous l'avez appelé hôpital général et dans le cœur des Gabonais, c'est l'hôpital général. C'est-à-dire cette mère qui accueille tous ses enfants, qui est prête à les soigner sans l'objectif du profit. Et les différentes dotations qu'ont réalisées les autorités, en tête desquelles le chef de l'État, nous engagent, nous, en tant que médecins, en tant qu'hôpital, à mieux accueillir nos patients. C'est ça. Nos autorités donc, nous ont instruits, s'ils font des efforts de leur côté, à ce que les médecins fassent des efforts de leur côté à permettre un meilleur accueil des patients. Nous allons insister sur les formations, nous allons insister sur l'amélioration du cadre d'accueil, que ce soit dans les halls ou dans les chambres. Mais aussi un point très important pour lequel le président nous a instruits ce matin était d'améliorer l'accueil au niveau de l'hospitalisation même elle-même. Je parle de l'alimentation du malade. Et donc, instruction nous est donnée de discuter avec les collègues de comment nous-mêmes participer dans l'hôpital à ce que cette restauration des malades revienne. Donc, il y a la part que l'État a faite d'améliorer les infrastructures, d'améliorer le plateau technique. Mais il y a également votre part. Il y a aussi notre part et nous allons discuter là-dessus. Il y a un cap que le président donne et il y a une marche que nous allons peut-être avoir après avoir discuté avec les confrères et tout le personnel de l'hôpital. Ceci dit, nous sommes des populations. Donc, nous sommes à la fois ceux qui y travaillent et ceux qui sont susceptibles de bénéficier des soins. Oui. Et donc, il ne faut pas que les gens doutent qu'à tout moment, tous ceux qui sont dans le CHU de Libreville sont imprégnés de cela. Et c'est pour cela que malgré tout ce qui se dit, en félicitations comme en regret, les gens continuent de venir à l'hôpital public, notamment le CHU de Libreville. Peut-être parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour aller dans les officines privées? Non, c'est surtout parce qu'il y a les meilleurs spécialistes au CHU. Merci beaucoup, professeur. DG, en 3 mots, s'il fallait conclure, on a épuisé le temps. L'État n'oublie personne. Le président de la République et le ministre de la Santé œuvrent pour que le système de santé travaille pour une équité territoriale de telle sorte que partout sur le territoire, l'offre de soins soit proche des populations. Nous étions dans ce peuple qui s'est exprimé avec M. Mérès Mabiala, directeur général de la planification, de l'évaluation et des partenariats au ministère de la Santé, avec le professeur Steve Minto Rogombe, directeur général du centre hospitalier universitaire de Libreville. Il y avait également M. Serguès Mikala Mundonga, secrétaire général du syndicat national des personnels de santé et vice-président de l'USAP. Mais il nous a rejoint en deuxième partie de cette émission, Dr Maël Ndao Eteno, président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Occasion pour nous de remercier également M. Pierre Claver Tchema Yoessa, enseignant et doctorant à l'université Omar Bongo de Libreville, qui était avec nous en première partie de cette émission. On parlait donc de cette visite de chantier, sinon de ces inaugurations et de cette importante dotation en équipement au niveau du CHU de Libreville, mais aussi de cette réhabilitation du laboratoire national. Dans ce peuple qui s'est exprimé, la question de la santé est importante. Elle intéresse davantage les populations et ce ne sera pas l'unique plateau. On continuera d'en parler dans d'autres émissions. À très vite sur Gabon 24.